seul titre pour cette édition. Demain, 10 octobre, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Au Mali, la maladie touche plusieurs milliers de personnes, tous âges confondus. Dans le dossier de 20 heures, nous évoquerons les problèmes auxquels sont confrontées les personnes atteintes de ce mal. Madame, Monsieur, bonsoir. Mercredi 9 octobre, merci d'être avec nous sur l'ORTM pour suivre ce journal que nous démarrons avec le Conseil des ministres tenu à Koulouba sous la présidence de Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Le Conseil a adopté des projets de décret et procédé à des nominations. Avec moi sur ce plateau, Ibrahima Djambélé. Bonsoir. Bonsoir, Daisy Soko. On va donc vous développer le Conseil des ministres de ce mercredi. Mesdames et messieurs, à vous également, bonsoir. Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre de la Justice, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté des projets de décret autorisant des changements de nom. Le changement de nom peut être demandé par toute personne qui justifie d'un intérêt légitime. La demande est adressée au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Conformément à ces dispositions, suite à des demandes adressées au ministre de la Justice, garde des Sceaux, les personnes dont les noms suivent ont été autorisées après enquête établissant le bien fondé de leur demande à changer de nom comme suit. Monsieur Bakoussou Kolkos à prendre le nom Sila en remplacement de Kolkos, Tenenko Diabaté à prendre le nom Samake en remplacement de Diabaté, Mademoiselle Ina Kadidja Traoré à prendre le nom Terra en remplacement de Traoré, Monsieur Michael Kwa Eboa à prendre le nom Bokoum en remplacement de Kwa Eboa, Monsieur Bokar Dama à prendre le nom Kone en remplacement de Dama, Monsieur Massamakan Tunkara à prendre le nom Sidbi en remplacement de Tunkara, Monsieur Mohamed Lemine Diko à prendre le nom Babi Charav en remplacement de Diko. Le décret autorisant le changement de nom acquiert son plein effet une année après sa publication au journal officiel ou dans un autre journal d'annonce légale. Il en est importé mention en marge des actes de l'état civil et dans le casier judiciaire des intéressés. Sous le rapport du ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du schéma directeur d'urbanisme de la ville de Lobougoula et environ. La ville de Lobougoula, chef-lieu de la commune de même nom, a eu une population estimée à 6283 habitants en 2011, qui atteindra les chiffres de 8202 en 2021, puis 10 706 en 2031. Elle a connu ces dernières décennies un développement économique et démographique important qui justifie l'adoption d'un schéma directeur d'urbanisme. Le schéma directeur d'urbanisme de la ville de Lobougoula et environ fixe les orientations fondamentales du développement et de l'aménagement du territoire de Lobougoula et environ. Il définit les principes d'organisation en matière d'habitat, d'activités de voirie, de réseaux divers de grands équipements et traite des problèmes environnementaux. Il est rendu exécutoire pour une durée de 20 ans et est opposable à toutes les collectivités publiques et aux tierces opérant dans son périmètre. La mise en œuvre du schéma directeur d'urbanisme permettra notamment de maîtriser la croissance de la ville de Lobougoula en évitant son développement anarchique, d'améliorer l'habitat et les infrastructures, de favoriser le respect de la réglementation en matière d'assainissement, de faciliter la mobilité des populations avec la création de voies. Au chapitre des mesures individuelles, au titre du ministère de la Justice chargé de mission, colonel Nyana Dambélé. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, secrétaire général de brigade Yacouba Sidibé. Chef de cabinet, colonel-major Ali Kamara, chargé de mission, Madame Maïmouna Ndiaye. Sociologue, inspecteur général des armées et service général de brigade, Salifou Kone. Chef d'état-major général adjoint des armées, général de brigade, Didier Dako. Général de division à compter du 1er octobre 2013, général de brigade, Yamoussa Kamara. Au titre du ministère de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord, secrétaire général,
M. Zeidan Ag Sidalamine, conseiller des affaires étrangères. Chef de cabinet, Mme Fatima Maïga, juriste. Conseiller technique, M. Atayer Ag Iknan, inspecteur des services économiques. Mme Samake Assetou Founé, maître de conférence. M. Ibrahim Asianga Maïga, ingénieur, statisticien. Mme Adiaviako et Ramatou Kone, planificateur. M. Cherfi Moulay Aïdara, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. Chargé de mission, M. Abdourahman Touré, juriste. Madame Zeina Moulay, gestionnaire. M. Mamadou Di Mohamed Koulibaly, journaliste. Au titre du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale, directeur du protocole de la République, lieutenant-colonel Bakari Bokar Maïga. Au titre du ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières, conseiller technique, M. Jacques Cissé, inspecteur des impôts, M. Rouben Terra, ingénieur des constructions civiles. Au titre du ministère du Travail, des Affaires sociales et humanitaires, conseiller technique, M. Almoukoutar Aïdara, administrateur de l'action sociale, Madame Kouyaté Fanta Kamisoko, administrateur de l'action sociale. Directeur des finances et du matériel, M. Ali Diop, planificateur. Directeur général de l'Institut d'études et de recherche en géronto-gériatrie, M. Sanidier Al-Kaïdi Touré, administrateur de l'action sociale. Au titre du ministère de la Culture, secrétaire général, Madame Aïdara Aminatassi, administrateur des arts et de la culture, conseiller technique, Monsieur Mamadou Bani Diallo, directeur de recherche, Monsieur Hassan Kouyaté, journaliste, réalisateur, Monsieur Madiou Baradi Touré, inspecteur des impôts, Monsieur Ba Diakité, directeur de recherche. Chargé de mission, Monsieur Prosper Ki, professeur, M. Amadoun Youssouf Touré, administrateur civil. Au titre du ministère de l'Artisanat et du Tourisme, directeur des finances et du matériel, Mme Tembeli Assetou Koniba Traoré, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de l'Industrie et des Mines, secrétaire général, M. Mamadou Traoré, ingénieur de l'Industrie et des Mines. Conseiller technique, M. Adamassi, professeur de l'enseignement supérieur, M. Assimi Banya Sidibé, ingénieur de l'industrie et des mines, M. Mahamadou Moussa Maïga, ingénieur de l'industrie et des mines. Chargé de mission, M. Mohamed Lamine Diarra, économiste. Au titre du ministère des Maliens de l'Extérieur, secrétaire général, M. Mamadi Traoré, planificateur, chef de cabinet, M. Moulay Aboubakar Di Baba Moulay, gestionnaire. Chargé de mission, Mme Diara Raki Tala, juriste, M. Casimir Sangala, juriste, M. Draman Malé, anthropologue. Au titre du ministère délégué auprès du ministre de l'administration territoriale chargé de la décentralisation, chef de cabinet, M. Boubacar Samake, administrateur civil. Au titre du ministère délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget. Conseiller technique, M. Bonkana Sidi Maïga, ingénieur sanitaire, M. Ousmane Koulibaly, inspecteur du Trésor. Au titre du ministère délégué auprès du ministère de l'économie et des finances chargé de la promotion des investissements et de l'initiative privée, chef de cabinet, M. Samba Ben Moussa Diakité, économiste, conseiller technique, M. Mahman Abdoulaye Outi, inspecteur du Trésor, chargé des missions, Mme Ponce Mathilde Antoinette Aminata Condé, gestionnaire, M. Alfousseni Nyono, gestionnaire. Voilà ce qu'il fallait retenir du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci. Ibrahima Djambélé, vous le savez, hier, un bâtiment de type R+5 en construction en commune 4 du district de Bamako s'est écroulé.
Suite à l'écroulement de ce bâtiment, le ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville a immédiatement instruit à ses services techniques de suspendre les travaux de construction sur le chantier dont le bâtiment s'est écroulé ainsi que ses annexes. La fermeture et l'évacuation d'un autre bâtiment censé appartenir au même propriétaire, déjà achevé et occupé en ce moment même par des personnes dont la vie est susceptible d'être en danger. La prise de mesures conservatoires à l'égard de toutes les personnes susceptibles d'être impliquées, notamment le propriétaire des bâtiments, les responsables de l'entreprise de construction, le bureau d'études techniques et le personnel technique, en attendant les suites de la saisine du procureur de la République compétent. Diligenter toute investigation en vue de déterminer les causes techniques ayant prévalu à l'effondrement du bâtiment, identifier les fautes et poursuivre sur la base des infractions appropriées. Entreprendre toute action tendant à identifier toute complicité, notamment administrative. Par ailleurs, le ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville porte à la connaissance du public qu'il lancera une vaste campagne d'investigation et de contrôle des chantiers et des bâtiments en construction sur le territoire national dans le dessein de faire appliquer les règles devant être observées en matière d'urbanisme et de construction. Le ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville met en garde tout agent public impliqué ou susceptible de l'être dans la violation des règles de l'urbanisme et de la construction, qu'aucun manquement aux devoirs professionnels ne sera toléré et que les poursuites seront systématiques. Nous poursuivons ce journal avec la Semaine nationale de lutte contre la cécité. Elle a été lancée ce matin par la Direction nationale de la santé et appelle les malades potentiels à se faire examiner les yeux. Au cours d'une conférence de presse organisée par le Programme national de lutte contre la cécité, les organisateurs ont informé les hommes de médias sur les actions menées par les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de maladies oculaires et de la cécité au Mali. Le reportage est de Agibou Koulibaly. Au Mali, la cécité représente un véritable problème de santé publique, mais aussi socio-économique. La prévalence est estimée à 1,2%, une situation qui interpelle tous, autorités et hommes de médias. C'est tout le sens de l'initiative de la tenue de cette conférence pour informer la presse sur la problématique. La célébration de la Journée mondiale de la vue est une opportunité pour nous afin de renforcer le plaidoyer sur la santé oculaire, de sensibiliser les populations sur les maladies de l'œil, qui constituent vraiment un enjeu majeur actuellement. C'est pourquoi le thème de cette année est dédié à la santé universelle de qualité et le slogan est le suivant: faites-vous examiner les yeux. Au cours de ce point de presse, les causes de la cécité et les stratégies pour lutter contre la maladie ont été largement expliquées par les responsables de la santé. Au-delà de la stratégie classique que nous connaissons, donc il y a la stratégie fixe qui consiste à opérer les patients au niveau des hôpitaux, au niveau des centres de référence. Il faut aller vers ces malades-là. Donc au niveau des centres de référence des cercles, au niveau des villages, à travers soit un camion ophtalmologique équipé de blocs opératoires, donc qui va sillonner après un dépistage qui va opérer les patients. Le lancement officiel de la Journée mondiale de la vue et de la Semaine nationale de la lutte contre la cécité est prévu ce jeudi. Les activités se poursuivront dans le district de Bamako et à l'intérieur du pays jusqu'à la fin de ce mois. Santé toujours, nous célébrons demain 10 octobre la journée mondiale de la santé mentale. Chaque année, cette journée organisée par l'OMS est mise à profit pour sensibiliser l'opinion sur les problèmes auxquels sont confrontées les personnes atteintes de ce mal. Cette année, la journée a pour thème santé mentale et personnes âgées. À cette occasion, le représentant résident de l'OMS au Mali, Ibrahima Sosefal, a adressé un message que nous vous proposons. Ces propos sont recueillis par Dans la plupart des pays, on constate un manque de sensibilisation et de compréhension de pathologies telles que la démence et la dépression. Ceci entraîne une stigmatisation, des obstacles au diagnostic et aux soins, et un impact physique, psychologique et économique sur les soignants, les familles et la société. À l'exception de quelques pays, les progrès dans l'amélioration de la santé mentale ont été lents dans la région africaine.
Conscients de la nécessité urgente de mieux prendre en charge les questions de santé mentale, les pays ont adopté dernièrement la déclaration de Brazzaville sur les maladies non transmissibles dans la région africaine, le plan mondial sur la santé mentale 2013-2020 et une résolution intitulée « Vieillissement et bonne santé dans la région africaine ». Ces engagements politiques ont insufflé un nouvel élan à l'instauration d'une collaboration multisectorielle plus marquée pour améliorer les services de soins de santé mentale. À l'occasion de cette journée, j'exhorte les familles, les soignants, les communautés, la société et tout un chacun à prêter son concours pour prévenir la démence, la dépression et l'anxiété chez les personnes âgées. Nous pouvons le faire en encourageant un mode de vie plus sain, ce qui inclut d'adopter une alimentation saine, d'exercer régulièrement une activité physique, de savoir gérer le stress et d'éviter l'usage nocif de l'alcool et de drogue. Demain, 10 octobre, c'est donc la journée mondiale de la santé mentale, une maladie qui touche environ 350 millions de personnes dans le monde, tous âges confondus dans les communautés, et contribue de manière importante au fardeau mondial de morbidité. Khadija Tokone s'est intéressée au cas du Mali. Son reportage. Aujourd'hui, à l'absence de statistiques fiables, il est difficile de donner un chiffre exact de malades mentaux au Mali. La première cause de déficience intellectuelle est la souffrance fœtale due au manque de consultation prénatale. À cela s'ajoute la consommation abusive de drogues et de stupéfiants, des dépressions provoquées par la pauvreté, la déception, etc. Aucun mécanisme de prise en charge n'étant prévu au niveau communautaire, certaines familles désespérées ne s'occupent plus de leurs parents malades, ce qui explique le nombre grandissant de malades mentaux errants dans nos villes. À Bamako, on les rencontre un peu partout, sur les trottoirs, sous les ponts, dans les marchés, laissés à eux-mêmes. La prise en charge de ces malades doit se faire en 2 étapes. D'abord au niveau de la famille, puis l'hôpital. Le service psychiatrique du Point G, qui date de l'époque coloniale, s'occupe de soins, de la prise en charge médicale des malades mentaux, de la formation et de la recherche en santé mentale. Actuellement, nous sommes à une centaine de malades au sein de ce service. Dans un premier temps, il faut considérer ces malades mentaux comme des malades à part entière. Ces malades sont pris en charge exactement comme dans les autres services, mais avec cette particularité que quand il y a un trouble mental, très souvent, ça signifie que la famille a tendance à ne plus gérer le problème. Donc, il faut organiser le service de telle sorte qu'on puisse faire en sorte que le malade se sente dans un milieu sécurisant où il peut recevoir, accepter un traitement. Nous avons transformé le lieu, un lieu où effectivement on peut appliquer en même temps un traitement médical, mais aussi une prise en charge sociale. Oui, nous sommes toujours au service psychiatrique du Point G. Ici, c'est le Koteba thérapeutique. Même ceux qui n'ont pas de parents dans ce service ont une fois entendu parler de ce fameux Koteba qui est la rencontre entre professionnels de la santé et ceux du théâtre qui est à l'origine de cette nouvelle conception du soin de la souffrance psychique. Il y a plusieurs techniques de prise en charge. Vous savez que très souvent, quand il y a des problèmes mentaux ou bien des problèmes psychologiques, on va procéder souvent par une prise en charge psychologique. La prise en charge psychologique passe souvent par la parole et même le chant. Quand quelqu'un est en colère, pour que la personne revienne à de meilleurs sentiments, c'est en chantant ou bien en intonnant quelque part ses louanges, la personne va tout simplement taper. Et pourtant, on ne lui a pas fait une seule injection. C'est pour vous dire, comme on le dit en adage chez nous, en Bambara, Kadusu Salo. Malgré les efforts d'un personnel dévoué, la psychiatrie du Point G connaît des difficultés. On pensait que le service de psychiatrie du Point G était tout simplement un dépotoir. Les gens venaient se débarrasser de leurs malades ici. Et le matin, nous, on se retrouvait souvent devant des cas, des inconnus, des malades attachés. Et il était extrêmement difficile de faire en sorte que ces patients-là, pour nous, deviennent de vrais malades qu'on devait soigner. Donc, nous avons, dans un premier temps,
fait en sorte que personne ne pouvait être admis dans ce service sans qu'il y ait un accompagnant, c'est-à-dire un membre de la famille. Autre difficulté de ce service, c'est la réinsertion sociale des anciens malades, car il faut rappeler que face à ces maladies, les gens sont très sceptiques parce qu'une croyance ancienne soutient qu'il est très difficile de guérir des maladies mentales et singulièrement de la folie. Voilà, vous avez lâché le mot. Est-ce qu'on peut guérir de la folie? Mais bien sûr, il y a plusieurs types de maladies et il y a plusieurs facteurs étiologiques qui viennent déterminer ces maladies. Des facteurs somatiques, physiques, des facteurs psychologiques, des facteurs sociaux. On dit vos fous. Eh bien justement, on oublie souvent que nous sommes tous un peu fous quelque part à un moment donné de notre vie. Personne ne peut échapper à cela. Et il faut dire aussi, et ça il faut insister là-dessus, que nul ne peut faire l'économie d'une maladie mentale. Une véritable intégration ne peut se faire que dans la mesure où on a essayé de comprendre l'autre pour l'intégrer réellement. D'ailleurs, il y a des choses, des moments où on se dit, pour les mettre à l'écart, que Fatou Kadjougou a Dombaradema. Quelqu'un peut sortir d'ici et reprendre une activité professionnelle normale. Pour le professeur Koumaré, les malades mentaux sont incapables de se prendre en charge du fait de la nature de leur maladie. Leur prise en charge nécessite non seulement l'implication des membres de la famille et de la communauté, mais aussi de celle de l'État à travers une assistance juridique, matérielle et sociale. La folie n'est pas une fin en soi. Les personnes atteintes de troubles mentaux ont besoin de l'attention et du soutien de tout un chacun. Les rejeter aggrave leur maladie. Prenons soin d'eux afin d'apaiser leurs souffrances. Allons à présent à la Mecque où tous les pèlerins de la filière gouvernementale sont arrivés et ont déjà accompli le petit pèlerinage. Après environ une semaine de séjour à la Mecque, le médecin-chef de l'équipe médicale, Dr Drissa Brahima Traoré, nous fait ici le point sur l'état de santé des pèlerins de la filière gouvernementale. Il est interrogé par nos envoyés spéciaux Abdraman Keita, Brahima Touré et Niaza Koulibaly. L'état de santé des pèlerins n'est pas aussi préoccupant que cela. Cependant, il y a une augmentation des fréquences des cas par rapport au premier site qui est Médine. Cela est lié au fait que les vieilles personnes surtout font de longues marches pour aller aux différentes prières à la grande mosquée. Cela entraîne surtout des douleurs musculaires, des douleurs articulaires et puis bien entendu avec les chantiers qui sont sur le trajet actuellement, il y a des cas de rhume, des rhinites liées surtout à la poussière sur les chantiers. Alors, nous avons appris aussi qu'il y a certains cas qui sont dus surtout au tawaf. On a eu des cas, des petites blessures liées à des coups donnés à certains lors de ces activités rituelles. La majorité des personnes qui souffrent au cours des tawaf, là, c'est surtout les vieilles personnes qui ont un certain âge. Voilà, bonne suite de Hajj à tous nos pèlerins. Nous étions à l'extérieur du pays, restons-y. Lampedusa compte toujours ses morts. À ce jour, environ 274 corps ont été repêchés dans les eaux siciliennes. Et au moment où l'Italie et l'Europe se concertent pour trouver des stratégies pour éviter à l'avenir de tels drames. Réunis hier, les ministres européens en charge de la migration étaient unanimes sur le fait que la politique migratoire doit être revue. Accueilli sous les huées aux cris de honte et d'assassin, le président de la Commission européenne et le chef du gouvernement italien sont arrivés mercredi sur l'île italienne de Lampedusa. José Manuel Barroso et Enrico Letta se sont recueillis devant les 300 cercueils des Érythréens et Somaliens noyés dans les eaux siciliennes. L'Italie et l'Europe cherchent des solutions pour éviter de tels drames. Les organisations humanitaires estiment à près de 13 000 le nombre de migrants morts en Méditerranée ces 20 dernières années. Nous devons renforcer notre système de recherche et de secours en mer, notre système de surveillance pour repérer les embarcations. Nous devons pouvoir secourir les victimes et les ramener à terre avant qu'elles ne périssent.
Nous devons également négocier avec nos partenaires africains afin de trouver des accords pour organiser une émigration légale. Les ministres de l'Intérieur européens réunis mardi au Luxembourg ont proposé une surveillance accrue des côtes tunisiennes et libyennes, mais ils ont refusé d'ouvrir davantage les portes du droit d'asile. C'est incroyable, c'est insupportable. Les réseaux de trafic humain attirent ces jeunes Africains avec de fausses promesses. Ils prennent tout leur argent et les abandonnent sur des bateaux de fortune. Cela ne peut plus continuer et nous devons arriver à une politique commune entre gouvernements africains et européens pour éviter de tels drames à l'avenir. Alors que la police italienne poursuit la douloureuse remontée des corps et que des centaines d'immigrés continuent à arriver sur les côtes italiennes, c'est toute la politique migratoire de l'Union européenne qui doit être revue. Si les migrants africains arrivent en masse, ce sont désormais les Syriens et les Pakistanais qui fournissent les plus gros bataillons de l'émigration vers l'Europe. À présent, l'essentiel de l'actualité sur le continent, bref, qui nous conduit au Sénégal, où la population a marché sur initiative du PDS pour montrer son désaccord avec le parti au pouvoir. Au Burundi, la scène politique est entachée de violence. En Guinée-Bissau, c'est l'ambassade du Nigeria qui a été prise d'assaut par une foule mécontente. Et tout de suite, première étape, le Gabon, où un éboulement de terrain a fait des victimes. Au Gabon, une femme et 2 enfants ont péri ce mardi après un éboulement de terrain à Kingélé, un quartier populaire de Libreville. Les victimes ont été prises par surprise. Elles ont été ensevelies par un monticule de boue qui s'est échappé d'une montagne. Plus d'une centaine de policiers et de pompiers tentent de retrouver le corps d'une fillette restée sous la boue. Le quartier de l'ambassade du Nigeria en Guinée-Bissau en état de siège. La police a bien du mal à protéger le bâtiment où se sont réfugiés des ressortissants nigérians. Les forces de l'ordre veulent empêcher les représailles après le lynchage de 3 Nigérians accusés du rapt d'une fillette. L'enfant avait disparu et la rumeur s'était vite propagée qu'elle avait été enlevée par des Nigérians. Violence politique au Burundi, c'est le parti présidentiel, le CNDD-FDD, qui en a fait les frais dans différentes communes de la ville de Bujumbura. Du sang a été retrouvé versé autour, devant, sur les murs et les portes des permanences du parti. Des drapeaux ont été déchirés, emportés ou incendiés. Les responsables du parti au pouvoir accusent l'opposition d'être derrière ces actes, une accusation réfutée par l'opposition. Des milliers de Sénégalais dans les rues de Dakar à l'appel du parti PDS. Les responsables de la formation de l'ex-président Abdoulaye Wade voulaient ainsi montrer leur désaccord avec la politique menée par le président Macky Sall. Parmi les militants, des habitants de Dakar excédés. La cherté de la vie, les sans-emploi des jeunes, la coupure de l'électricité et surtout 15 jours sans eau dans la capitale. Donc c'est normal qu'on marche pour manifester notre mécontentement. En France, coopération décentralisée entre les collectivités maliennes et françaises. La commune rurale de Oussoubi-Diagna, dans la région de Caille, jumelée à la commune de Plaisir, dans les Yvelines, en région parisienne, viennent de célébrer la reprise de leur partenariat. C'était au cours de la rencontre annuelle de l'Association pour le développement du village de Oussoubi-Diagna, en France. Reportage de Makanfi Konaté. Vieux de 9 ans, le partenariat entre la commune de Plaisir en France et celle de Oussoubi-Diagna dans la région de Caille a l'allure d'un vrai programme de développement. Après le soutien total du conseil municipal de la commune de Plaisir, plusieurs dizaines de milliers d'euros ont été investis à Oussoubi-Diagna. Et ce partenariat a commencé d'abord par une aide financière de plus de 40 000 euros que nous avons donnée sur 4 années. Et aujourd'hui, nous sommes dans une réflexion d'une convention un peu différente, mais une convention qui sera tournée vers l'éducation, vers la santé. Le maire de Oussoubi-Diagna se réjouit de la reprise de cette coopération. Les travaux de construction du centre culturel interrompu à cause de la crise peuvent d'emblée reprendre au grand bonheur des jeunes de la commune de Oussoubi-Diagna. On a déjà commencé les travaux, donc il y a une convention entre nous concernant la construction d'un centre culturel, donc une sorte de spectacle
peine 350 places. Le conseil municipal de plaisir étudie actuellement une convention de partenariat basée sur les échanges culturels réciproques et l'investissement de plus de 30 millions de francs CFA dans les infrastructures sociales à Oussoubi-Djandjan. Retour à l'actualité nationale avec tout d'abord ce communiqué. Le ministre de l'administration territoriale porte à la connaissance des partis politiques que le rapport sur l'élection du président de la République est disponible. Chaque parti politique peut retirer un exemplaire à partir de demain, jeudi 10 octobre, à la direction générale de l'administration du territoire. La commune de Massantola, dans le cercle de Kolokani, est l'une des 6 communes testées du projet Améliorer la capacité d'adaptation et la résilience face au changement climatique dans le secteur agricole au Mali. Elle vient de recevoir la visite de la mission de supervision du projet. Reportage Brahima Kone. La mission de supervision des activités du projet intitulé « Améliorer la capacité d'adaptation et la résilience face au changement climatique dans le secteur agricole au Mali » visite les parcelles de ces paysans collaborateurs de la commune de Massantola. Le financement de ce projet s'élève à environ 2 800 000 $, soit 1 400 millions de francs CFA. Nous sommes dans le champ de Niébé de la coopérative des femmes du village de Massantola, chef-lieu de la commune. Ici, les femmes ont emblavé un demi-hectare. Dans la parcelle de Djaraba Koulibaly de Sabougou, l'agroforesterie a bien pris corps. Là, l'accent est mis sur le maïs hybride et l'eucalyptus. Mamadou Diara de Mbesseribougou, lui aussi, a concilié l'agriculture et plantation d'acacia Sénégal. Il a mis en exergue le sorgho. Chaque année, on constate quand même non seulement une insuffisance des pluies, et leur mauvaise répartition dans le temps et dans l'espace. Donc face à cette situation, il faut quand même mettre à la disposition des producteurs des variétés adaptées qui puissent vraiment les permettre d'atteindre la sécurité alimentaire. Ces différents producteurs semblent bien maîtriser les techniques enseignées par le projet. Nous sommes vraiment satisfaits de tout ce qu'on a vu par rapport aux différentes parcelles parce que les paysans qui sont les différents acteurs ont donné la confirmation que toutes les variétés qu'on a amenées sont résistantes à la sécheresse. L'équipe de mission a pris langue avec les producteurs sur l'amélioration des activités agricoles amorcées par le projet, ce qui contribuera à réduire le risque d'insécurité alimentaire. Le constat général, je pense que c'est surtout pour nous l'engouement en tout cas des producteurs, qui sont des producteurs collaborateurs du projet, mais surtout l'engagement aussi au niveau des communes. Et je dois dire que de façon générale, les femmes aussi sont vraiment assez engagées. La Direction nationale et l'agence d'exécution de ce projet axé sur la culture des variétés adaptables au changement climatique. Son financement est assuré conjointement par son agence d'exécution partenaire, à savoir le PNUD, le Fonds mondial pour l'environnement FEM et le gouvernement du Mali. D'un projet à un autre, en 5e région, l'ONG Initiative pour le développement du Sahel a lancé son projet Amélioration de la santé des populations de Mopti et de Sévaré. Pour 25 millions de francs CFA, le projet devra promouvoir l'accès à l'information pour la prévention du VIH-Sida et privilégier le dépistage volontaire dans les 2 villes. Aminata Touré. Pour un coût de plus de 25 millions de francs CFA et une durée de 12 mois, le projet Amélioration de la santé des populations de Mopti et Sévaré par la lutte contre les IST, VIH-Sida est une initiative de l'ONG Initiative pour le développement au Sahel IDS en partenariat avec le programme d'appui aux organisations de la société civile PAOS-D. Il a pour objectif de promouvoir des comportements qui minimisent les risques de propagation des IST et du VIH-Sida en favorisant l'accès à l'information, aux préservatifs, aux soins IST et aux conseils dépistage volontaire à Mopti et Sévaré. La séroprévalence du VIH-Sida qui est de 1,6% à Mopti contre une prévalence nationale de 1,3% et les effets de la crise socio-sécuritaire au nord ayant entraîné une affluence massive des populations civiles et militaires à Mopti et Sévaré démontrent à suffisance la vulnérabilité de ces 2 localités et justifie aisément la pertinence de ces projets. Pour les autorités administratives et communales, l'ONG IDS ne pouvait pas mieux choisir en retenant comme zone d'intervention ces 2 localités qui ont connu un afflux massif de populations civiles et militaires. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité des autorités administratives politiques
et les services techniques du cercle de Mopti à vous accompagner en vue de la pleine étude de notre projet. Le projet a pour cible, en plus de la population générale, les jeunes, les routiers et les professionnels de sexe. Un groupe d'action pour la promotion de la justice vient d'être créé à Tombouctou. Les membres du groupe auront pour mission, entre autres, de renforcer la solidarité entre les populations et lutter pour le désenclavement des zones dont ils ont la charge. Et Attendina. Ils étaient tous pratiquement présents. Les membres du comité de crise pour le lancement de cette nouvelle association qui prend le flambeau de ce comité, organe créé à l'époque pour gérer les affaires de la cité pendant l'occupation. La structure qui comprend les représentants des différents cercles se fixe un certain nombre d'objectifs. De ramener la paix et renforcer la solidarité entre tous les enfants du pays, singulièrement entre ceux du Nord. Lutter pour le désenclavement du Nord. Promouvoir le développement harmonieux du Nord. Notre première préoccupation va être de recoudre le tissu social et de ramener sous le toit familial l'ensemble des populations qui s'étaient déplacées afin que le vivre ensemble que nous avions connu soit revécu, soit animé et qu'il soit à la satisfaction de chacun des citoyens qui n'aspirent qu'à la sécurité et au développement. Pour ce faire, une feuille de route est déjà élaborée. Organiser des missions au niveau de l'ensemble des cercles de la région. Organiser des missions au niveau des camps de réfugiés dans les pays voisins. S'impliquer dans les négociations en vue de la prise en compte des revendications des populations qui n'ont pas pris les armes. Le gouverneur de région s'est réjoui de la création de cette association qui contribuera au rayonnement de la cité des 333 saints. À Gao, tenue de la journée des producteurs du projet d'aménagement des périmètres irrigués villageois, les initiateurs du projet ont échangé avec les populations sur les difficultés rencontrées pendant l'occupation et ainsi planifié des mesures d'accompagnement afin de relancer leurs activités. Drissa Kone nous en parle. Quatrième du genre dans la région de Gao, entre les producteurs du projet d'aménagement des périmètres irrigués villageois PAPIV, cette rencontre se tient dans un cadre particulier. N'a pas pu se tenir l'année dernière à cause de l'occupation qui a porté un coup dur au projet, à savoir l'arrêt du projet de Gargouna estimé à plus de 140 millions de francs CFA, le ralentissement des activités pendant la campagne agricole 2012-2013, entre autres, ce qui a occasionné d'énormes difficultés chez les producteurs. D'où la tenue de cette journée pour mesurer l'impact de la crise sur le fonctionnement des 215 hectares des périmètres irrigués villageois de la région. Au cours de cette journée, vous aurez à discuter les problématiques des PIV, les difficultés que vous avez rencontrées pour exploiter vos terres pendant l'occupation, de l'impact de la crise sur la gestion de vos coopératives et de l'état actuel de fonctionnement de vos équipements. Les producteurs venus des 12 périmètres irrigués villageois des cercles de Gao, Bourem et Ansongo ont exposé leurs difficultés du moment qui sont presque identiques. Les problèmes généralement évoqués ont trait à la rupture des digues de production des PIV, de l'état défectueux des camps d'irrigation et très souvent du mauvais fonctionnement des GMP, c'est-à-dire des groupes motopompes installés au niveau des PIV. Au terme des travaux, des recommandations ont été formulées, dont l'organisation d'un forum régional des PIV, la sollicitation de l'opération Serval et d'autres partenaires au développement, ainsi que le retour de la prime du meilleur PIV. Ce que nous envisageons comme solution, c'est de recueillir tout ce qu'il y a comme problème, en tout cas à ce niveau-là, et les mettre dans un vaste programme que nous allons soumettre aux autorités. Le projet d'aménagement des périmètres irrigués villageois tente ainsi de se mettre au travail avec des locaux et des matériels en mauvais état dû à la crise. L'ONG Yeredon, qui fait partie du projet d'appui à la santé et à l'éducation dans la région de Ségou, a investi plus de 95 millions de francs CFA dans la zone. Le comité de pilotage du projet a fait le point de ses activités à Baroueli en présence de notre correspondant Fousseni Samaki. Cette session du comité de pilotage du projet d'appui à la santé et à l'éducation dans la région de Ségou à travers l'ONG Yeredon a permis aux participants de partager les activités menées par les projets avec les collectivités
Analyser les activités menées avec les services techniques du cercle de Baroili qui ont coûté 95 282 813 francs CFA. Ces activités ont concerné les domaines de la santé, l'éducation, l'amélioration du statut social et économique de la femme, entre autres. C'est une approche novatrice avec les collectivités, les services techniques et les ONG travaillons ensemble. On a vu que vraiment ça a apporté beaucoup de fruits dans le secteur de Baroili. Les responsables de Baroili apprécient les effets immédiats de Yeredon. Ils ont eu à amener des activités pour rénover certains ESCOM, pour équiper certains centres de référence et pour les écoles, la dotation en matériel didactique et tout ce dont l'éducation en avait besoin, urgemment. Ce consortium ICO, Wale, Enda Tiers-Monde, appuyé par le Royaume des Pays-Bas, a visé la promotion de l'accès des services sociaux de base au profit des collectivités dans les différents cercles de la région de Ségou. Revenons dans le monde agricole. 3 batteuses sur les 20 prévues pour améliorer la qualité des céréales sèches ont été remises dans les régions de Sikasso et Mopti, ainsi qu'à Didougou en 2e région. C'est un équipement offert aux membres des unions des producteurs de mil, sorgho et maïs. Un projet financé par l'USAID. Envoyés spéciaux à Didougou, Agali Agissa, Abdul Salam Bambara. Des paysans mieux outillés contribuent efficacement à la lutte contre la pauvreté. C'est fort de cette conviction que le projet Initiative intégrée pour la croissance économique au Mali, ICM, a vu le jour en 2010. Ce sont les 1900 producteurs de mil sorgho de la commune rurale de Diédougou dans le cercle de Djoila qui ont réceptionné le tout premier lot de 3 batteuses fabriquées au Mali par l'entreprise Global Industrie. ICM a jugé pertinent de subventionner à 95% le coût d'achat de 20 batteuses de mil sorgho au bénéfice des organisations paysannes partenaires des zones de Diédougou, Bougouni, Koutchala, Sikasso, Koro et Bankas. Les batteuses ont une capacité minimum de 2 tonnes par heure. L'équipement destiné à 20 organisations paysannes a coûté environ 78 millions de francs CFA. Les 3 ans d'appui du projet ont permis de faire plusieurs réalisations, dont le renforcement des capacités techniques des paysans des zones d'intervention, l'accès au crédit et aux intrants agricoles. Un bilan qui suscite la satisfaction des autorités locales. Nous remercions sincèrement le partenaire qui pendant 3 ans est en train de soutenir nos populations, cela à partir de plusieurs actions, dont la construction des magasins de stockage d'une capacité de 150 tonnes dans chacune des 7 localités ayant en commun la gestion de la coopérative. La mobilisation pour réserver un accueil des grands jours à la délégation de l'ICM exprime la reconnaissance des bénéficiaires et leur engagement à produire davantage en qualité et en quantité. Ici à Bamako, prestation de serment des inspecteurs du développement rural ce matin à la Cour suprême. Les 7 inspecteurs qui viennent d'être nommés ont pour mission de contrôler le fonctionnement et l'action des services et organisations relevant du département de l'agriculture, d'assister les services et le personnel par des conseils de gestion pouvant renforcer leurs capacités. Veiller au respect des applications des dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion administrative, financière et matérielle par les services et organismes de l'agriculture. Après la prestation de serment, les inspecteurs ont été renvoyés dans l'exercice de leurs fonctions. Solidarité à présent, l'association Unie pour les enfants défavorisés, UNAID, vient de remettre des fournitures scolaires à 300 enfants défavorisés. Les kits sont composés de livres, de cahiers, d'ardoises et de petits matériels pour plus de 5 millions de francs CFA. L'opération a été financée par la Fondation Bank of Africa. La cérémonie s'est déroulée au groupe scolaire de Niamakoro et elle a regroupé des responsables de l'éducation de la rive droite, de la Fondation Bank of Africa et des parents d'élèves.
Lutte contre le banditisme dans le district de Bamako. Une bande de voleurs, de 3 voleurs donc, a été arrêtée par les agents du 7e arrondissement. Ils sont accusés de vol aggravé. Ils avaient pour habitude de cambrioler les domiciles d'honnêtes citoyens pendant qu'ils dormaient. Aljunatina est allé voir au commissariat son reportage. Fin de course pour ces 2 malfrats qui sont tombés dans les mains des éléments du 7e arrondissement. Qualifiés en vol, les 2 Sidibé, Yacouba et Mohamed constituaient un véritable casse-tête, non seulement pour les populations, mais aussi pour les forces de l'ordre à Mayambougou. Ils ont été appréhendés suite à leur énième cambriolage perpétré cette fois-ci au domicile d'Oumar Sidi Traoré avec usage d'armes à feu, emportant plusieurs objets et une bagatelle de 12 500 000 francs CFA. Nous avons été informés aux environs de 4 h du matin, le 3 octobre 2013, par un certain Boubacar Keïta, se disant ami de Omar Sidi Traoré, alias Barou, que à 2 h du matin, 2 individus sont venus à son domicile et ont eu à cambrioler sa maison à l'aide d'armes à feu. Sur les 12 500 000, les 2 Sidibé n'avaient que 2 70 000 francs au moment de leur arrestation. En attendant de retrouver le 3e en fuite, Yacouba et Mohamed méditeront sur leur sort devant le parquet. Ce journal s'achève. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur l'ORTM pour vous informer et passer une bonne soirée. Tout à l'heure, au programme, le magazine Cahier d'hier. Il a pour thème nos industries, fleurons d'hier, angoisse d'aujourd'hui. Une réalisation de Abbas Fambougri Traoré et de son équipe. À visiter également notre site qui s'affiche au bas de votre écran. Demain, Amadou Sangaré à 10h et 13h. Je vous retrouve, Inch'Allah, dans les éditions du soir. Bonne suite de programme à tous.